Paul Belmondo est l'invité de BFM TV ce matin. Bonjour Paul Belmondo. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour évoquer votre actualité dans quelques instants. Vous démarrez une tournée avec la célébrissime pièce Boing Boing. Mais avant, comment ne pas évoquer le 6 septembre dernier et bien sûr la mort de votre père. Votre père, vous savez qu'on a tous beaucoup pensé à vous ce jour-là parce que nous étions très nombreux à nous sentir un peu comme des enfants de Belmondo. J'espère que vous prenez bien cette comparaison. Est-ce que vous avez ressenti cette émotion vraiment très forte dans tout le pays? Oui, bien sûr. Bon, une des motivations pour lesquelles j'avais fait le documentaire sur mon père, c'était pour ça, c'est que je sentais cet amour des Français pour mon père et ce besoin d'avoir des informations de lui. Donc je le savais. Mais c'est vrai que ça dépassait plus que ce que je pouvais imaginer. Voilà, donc c'est vrai que ça a été énorme. Ça a été énormément de messages, énormément de témoignages. Et je sais que les gens me le disaient à chaque fois, vous savez, on a grandi avec votre père. Donc je comprenais que les gens avaient grandi, avaient vécu avec lui, et c'était le cheminement de toute leur vie. C'était un point de repère pour eux à chaque moment de leur vie. Ça a été bien évidemment une épreuve pour vous, cette disparition, mais est-ce que vous avez été aussi particulièrement touché par l'amour que les Français ont témoigné à votre père, à votre famille pendant ces quelques jours? Énormément. On a tous reçu beaucoup de messages, l'hommage d'avoir vu ces gens qui ont fait la queue jusqu'à très très tard dans la nuit pour lui rendre un dernier hommage. Ça nous a vraiment touchés et ça prouve aussi à quel point il l'aimait, à quel point ils avaient besoin de lui dire au revoir. Donc on a été vraiment touchés par ça et touchés aussi par le fait que le président Macron et Madame Macron aient voulu aussi rendre un hommage national. Donc ça aussi, c'était vraiment très très touchant pour nous. On va revoir dans quelques instants les images des Invalides et la sortie du cercueil, qui a été un moment d'une intensité incroyable. Mais je voudrais tout simplement vous demander, vous, comment vous avez ressenti tout cela? Est-ce que vous étiez préparé un peu à son départ? On n'est jamais préparé au départ, même si on savait que ça allait arriver et que voilà qu'il est en train de donner son dernier combat. Mais personne n'est prêt au départ d'un approche. C'est impossible. Même le jour où ça arrive, on n'est pas prêt. Mais voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu toute cette tourmente, tout ce qu'il y a eu tout autour, l'organisation des obsèques et tout ça fait aussi que quelque part, heureusement, ça vous occupe l'esprit et ça vous permet d'être pris dans tout ça et d'avancer. Est-ce que je peux vous demander comment se sont déroulés ces derniers jours? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il était apaisé, par exemple? Je sais que c'est quelque chose qui est très important pour beaucoup de familles. Ça a été vraiment très important et ça, c'est vraiment quelque chose où, en plus, c'est vraiment sa famille proche, son frère, mon oncle Alain, ma tante Muriel, ses enfants, Stella, ma sœur Florence, Pierre Vernier, qui était son ami le plus proche encore là, de ce groupe du conservatoire, Philippe et Sylvia, le personnel qui était autour de lui depuis de nombreuses années, l'ont entouré, on l'a tous entouré. Voilà. Et il est vraiment parti avec les siens et apaisé, donc ça c'était très important et heureusement qu'il a pu partir de chez lui aussi. Oui. Vous-même, vous avez pu lui dire au revoir? Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui... Oui, je ne vais pas dire au revoir comme ça, mais c'est vrai que chacun, tous les soirs quand il s'endormait, on lui disait au revoir, oui, parce qu'on avait le doute que le lendemain, il ne serait plus là. Donc voilà, donc ça c'est... On a profité de chaque seconde, de chaque minute avec lui pendant tous ces derniers temps. Oui. Est-ce qu'il avait des souhaits pour l'après? Est-ce que c'est quelque chose qu'il avait exprimé? On sait que chaque individu est différent face à ces questions si sensibles. Ouais, ça m'a surpris un petit peu parce que je pensais pas qu'il allait en tout cas nous aider, nous aiguiller un petit peu justement pour ses obsèques notamment. Alors, on le connaissait tous, donc on avait déjà anticipé, on avait déjà prévu des choses. Et il avait laissé quand même certaines indications qui étaient celles qui ont été faites, bien sûr, à l'église de Saint-Germain, le pot avec ses potes. Il voulait vraiment qu'à la fin, il y ait un pot et que ça soit bien vivant. Et ce qui nous a tous surpris, et à la fin, il avait raison une fois de plus, c'était justement cette musique du professionnel qu'il voulait avoir à ses funérailles. Donc, nous, entre nous, on avait dit, on va quand même pas mettre la musique du professionnel, ça va faire un peu beaucoup. Et puis lui, il l'avait écrit, donc, et puis il a eu raison parce que cette sortie aux Invalides était juste tellement émouvante et tellement belle. Donc, il avait un petit peu mis en scène
son départ. Je suis sûr que tous ceux qui nous suivent ce matin et qui vous écoutent en ont encore des frissons à vous entendre. Regardez, c'était donc aux Invalides, la sortie du cercueil de Jean-Paul Belmondo. C'est vraiment très émouvant de revoir ça, je pense pour vous aussi. Bien sûr. Ouais. C'est étonnant parce qu'il y avait à la fois des larmes, des sourires, enfin tout ça était quand même mêlé. Oui, c'est un moment difficile, c'est un moment très, très chargé, c'est un lieu qui est très chargé et très symbolique aussi en lui-même, déjà. Et voilà, de voir justement ces militaires porter son cercueil, cette musique qui a été jouée, la famille qui est restée soudée, puisque voilà, donc il y avait mes sœurs, ma tante, tous ses petits-enfants, et c'est quelque chose auquel il tenait beaucoup, plus ses amis proches qui sont venus aussi à cette cérémonie. Donc il savait qu'il y aurait probablement un hommage de cette ampleur? Je pense pas qu'il le savait. Je sais qu'il l'aura apprécié parce qu'on alors déjà, c'est quelqu'un qui a toujours apprécié les honneurs que la France lui a faites sur toutes les décorations qu'il a eues. Et à chaque fois, il était fier de les porter. Donc cet hommage militaire lui aurait fait vraiment énormément plaisir. Et en même temps, on était aux obsèques de Charles Aznavour et je sais qu'il avait été très impressionné et il avait vraiment apprécié la dignité de cette cérémonie aussi. Aux Invalides déjà, oui. Absolument. Le lendemain de la disparition de votre père, une réaction très attendue, et c'était sur BFM TV, celle de Jean Dujardin, considéré par beaucoup comme l'héritier. Écoutez Jean Dujardin. Il était doué pour la vie. Je sais pas, c'est un combattant, c'est un... je sais pas, on avait l'impression que rien n'était grave, quoi. Il était plus doué que pour tout le monde là-dessus, quoi. Souvent, je lui demandais, t'as pas eu d'angoisse là-dessus? Il fait non. Non, pas d'angoisse. Jean-Paul Belmondo peut réconcilier. Il a ce pouvoir-là, c'est quand même absolument dingue. Moi, j'avais très très peur que Jean-Paul parte. Je redoutais cette mauvaise nouvelle parce que je me dis ça va être tellement moins bien sans lui. Ça va être tellement moins bien. Il va être triste le pays là. Émouvant, hein, ce témoignage. Ça vous a touché? Bien sûr que ça m'a touché. Je sais que Jean aimait beaucoup mon père. Il avait une vraie affection. Et que ça soit Jean Dujardin, que ça soit Dupontel, Guillaume Canet, Gilles Lelouch, ils ont grandi avec son cinéma. Donc quelque part, ils ont cette inspiration chez lui et cet amour aussi de ce qu'il représentait et de ce qu'il était comme comédien et comme personne aussi. C'est vrai que c'est étonnant de voir cette génération-là absolument bouleversée par le départ de votre père. Mais j'ai envie de dire, au-delà de ça, toutes les générations ont été bouleversées. J'ai un fils de 17 ans qui s'est mis à regarder à nouveau tous les films de Belmondo depuis quelques semaines. Vous voyez ce que je veux dire? 17 ans. Oui, mais d'abord, c'est la force de la qualité de ce cinéma de cette époque-là aussi. Ouais. C'est aussi le talent que lui avait. Et c'est aussi grâce aujourd'hui à la télé, aux plateformes, à tout ce qu'il y a qui permet à toute cette histoire du cinéma de continuer et de passer de génération en génération. Mais voilà, c'était des films drôles, sincères. Et voilà, et de génération en génération, quand vous regardez Le Magnifique, ça fait toujours rire. Ouais. Alors d'ailleurs, le soir même de l'annonce de sa mort, il y a eu des films qui ont été diffusés, TF1 diffusé Itinéraire d'un enfant gâté par exemple. Est-ce que vous-même, vous avez eu envie, comme beaucoup de Français, de vous replonger dans ces souvenirs-là où c'était trop douloureux? Non, non. D'abord, c'est des films qui sont très très présents en moi, et j'avais pas l'envie, en tout cas pour l'instant, de voir cette partie-là de mon père, de la partie comédien.
J'ai regardé un petit peu des extraits ou des bouts de films, bien sûr, lorsqu'ils sont passés. Mais c'est pas aujourd'hui l'envie. Aujourd'hui, c'est le père que j'ai envie de me souvenir et moins le comédien. Le comédien, bien sûr, que ces films sont là. Et justement, ça restera. Quand son père est une telle légende, enfin, comment est-ce qu'on le vit? Est-ce que vous avez eu parfois, et même là, à cet instant, le sentiment d'être un peu dépossédé de votre père? Non, j'ai jamais eu cette sensation-là. J'ai toujours vécu depuis que je suis enfant, bien sûr, avec mon père. Et il y a toujours eu ce mélange de la vie professionnelle et de sa vie de père avec nous. Tout se mélangeait parce que j'allais à l'école la journée et en fin de journée, j'allais sur les plateaux de cinéma voir les tournages. Tout se mélangeait. On allait en vacances. Souvent, c'était aussi sur des lieux de tournage. Donc tout s'est toujours mélangé. Et il n'y a jamais eu une séparation claire et nette. Donc non, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de ça, et lui nous a aussi éduqués d'une manière de bien comprendre aussi qu'on n'était pas différents des autres, qu'on était comme tous les autres enfants. Vous l'évoquiez... Même si notre vie, bien sûr, était 10 fois supérieure de qualité, ainsi je parle en bien termes sûr, de bien sûr, bien sûr. Vous l'évoquiez au début de cet entretien, il y a quelques années, vous avez fait un documentaire avec votre père, Belmondo par Belmondo. Alors, je voudrais qu'on regarde ensemble un extrait où vous interviewez votre père sur un sujet riche, les femmes de sa vie. Regardez. Dans ta vie, tu as souvent justement laissé faire Voilà. Le destin m'a souvent mené à Rome. Hein. Quand tu as vécu ici plusieurs fois, Oui. 2 fois. avec qui? La question. Tu t'es marié 2 fois? Oui. Oui, que je sache. Il y en a peut-être une autre ailleurs. Oui. Tu as eu des enfants avec seulement les 2 femmes avec qui tu es marié. À ce qu'on sache, peut-être qu'il y en a ailleurs. Je n'ai pas encore croisé quelqu'un qui m'a dit « Bonjour, tu es mon frère ». Ah oui, ça, il y en a. Ta première femme était française, c'était maman. Voilà. J'ai eu le coup de tout. J'ai fait 3 enfants. Voilà. Et Ursula, tu l'as rencontrée sur... Les tribulations d'un Chinois en Chine. Un coup de foudre. Duré 8 ans, je crois. Et après, donc, tu as rencontré Laura Oui. sur un film. Les mariés de l'an à 12. Un coup de foudre encore. Encore, oui. Quand Raymond Girard te dit « On ne pourra jamais croire que vous puissiez tenir une femme dans vos bras ». C'était Dux. Ah, Pierre Dux. Pierre Dux, oui. Je l'ai rencontré après. J'avais Ursula à mes côtés et j'ai dit on fait ce qu'on peut. C'est émouvant d'en voir ça aussi. Oui, bien sûr. Ursula Andress, hein, évidemment. Oui, bien sûr. Non, mais ça a été... Aujourd'hui, je me rends compte de la chance que j'ai eue d'avoir pu faire ce film avec lui et d'avoir partagé ces 16 mois de tournage. Oui. Et en même temps, voilà, il avait confiance en moi aussi parce qu'il savait que j'allais pas aller le chercher dans la partie de sa vie dont il veut pas parler. Bien Donc, sûr. quand je lui parle des femmes, il sait très bien que je vais m'arrêter à ce qu'on sait et que j'irai pas chercher plus. Donc c'est ça aussi qui est... Mais bon, c'était un moment émouvant. Vous savez, ce qui me frappe en voyant ces images aussi, c'est de le voir plutôt en forme, malgré, évidemment, tout le monde se souvient de ses ennuis de santé. Là, il avait vraiment retrouvé une grande capacité, et même dans la parole. Hein, quel travail extraordinaire il a fait pour retrouver cet état de santé. Pour ce documentaire, il a travaillé comme s'il allait faire un long métrage. Ah ouais. C'était la même chose. Il était vraiment motivé, il voulait vraiment apparaître le mieux possible. Et nous, on l'avait mis dans les mêmes conditions. On avait fait en sorte, on avait décidé qu'on allait descendre dans les mêmes hôtels, qu'on allait créer une ambiance de plateau de tournage vraiment pour le rendre heureux. Il est très, très heureux pour ça. Et le combat qu'il a fait, entre le jour où il a eu son AVC et le tournage de ce film, c'est juste phénoménal parce que lorsqu'il a son AVC, on nous dit votre père ne marchera plus, ne parlera plus, et on voit le résultat. Incroyable. Est-ce que le cinéma lui a manqué ces dernières années? Il y avait des projets de films, j'ai entendu Fabien Antoniente, Claude Lelouch. Il y a eu beaucoup de projets et je crois qu'il en avait envie parce que bien sûr, il peut pas lui arriver pire que ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire un comédien comme lui donner des difficultés d'expression et lui enlever toute cette partie physique qu'il avait. Donc il avait cette volonté,
Mais en même temps, voilà, il voulait pas faire n'importe quoi, donc il a écouté. Donc c'est son ami Claude Lelouch qui voulait vraiment le faire travailler. Et je pense que Claude avait vraiment la capacité de le faire. Mais peut-être quelque part, voilà, il avait pas vraiment au fond de lui cette volonté-là, avec Fabio Taniente aussi. Mais je crois, voilà, les projets n'ont pas abouti. Et voilà, c'est comme il disait souvent, c'est le destin qui a choisi pour lui. Vous auriez aimé tourner avec lui. Il y a eu Itinéraire d'un enfant gâté, Les Misérables, Oui. aussi, toujours avec Lelouch, mais il n'y avait pas vraiment de scène J'aurais bien aimé. Bien ensemble. sûr. C'était vous jouiez Alors, dans Itinéraire, vous jouez le personnage de votre père jeune, et dans Les Misérables, vous jouez Même Henri. chose, je joue Voilà. Jean Valjean jeune à chaque fois. C'est ça. Et voilà, donc Claude Lelouch et mon père m'ont demandé de venir et je l'ai fait avec un grand plaisir. Et aujourd'hui, une fois de plus, c'est encore voilà des moments que j'apprécie. Alors dans Itinéraire, on était ensemble sur la scène puisqu'il me regardait, donc il était. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu d'échange ensemble sur le plateau à jouer. C'est vrai que j'aurais bien aimé. Mais bon, Mais il y a ce film, il y a ce doc. Il y a ce documentaire où on a échangé et où il joue, hein, parce qu'il y a des moments où on voit bien qu'il est en train de jouer. Et voilà, donc c'était magique. J'aimerais vous demander, après avoir regardé un extrait ensemble, une archive de 1987, je vais vous demander quel conseil il vous a donné dans la vie. On va regarder ensemble. Il vient d'assister à l'une de vos courses, puisque vous avez été pilote automobile, hein, évidemment. Alors, il est dans un état d'excitation et d'émotion. Regardez. Très content et très ému parce que c'est cette année sa première victoire. Il a très bien couru, mais j'avoue que pour les nerfs, c'est très dur. Hein. Ça a été dur pour vous autant que pour lui, presque. Oui, je crois que c'est aussi dur pour moi. Moi, qui d'habitude, quand je fais des choses, j'ai jamais les jambes en coton. Là, je les ai eues toute la course. Les jambes en coton. Vous vous souvenez de ce moment? Je sais pas si... Oui, je me souviens, il était venu, c'était à Albi, il était venu me voir courir. C'était ma première victoire en Formule 3. Ouais. Il était venu, et c'est vrai, ça s'était super bien passé. Et il était très heureux, très fier. Mon père m'a toujours encouragé, m'a toujours aidé pour faire ce métier de pilote automobile. Et voilà, donc c'était vraiment... Même si je sais qu'il aurait préféré que je travaille dans le cinéma et que je fasse pas ça, mais... Vous l'avez fait, mais on va en parler dans quelques instants. On va parler de votre carrière de comédien. Autre archive, c'est 1 an plus tard, là vous êtes à ses côtés et il évoque justement cette passion que vous avez pour la course automobile. Regardez. Vous savez, je crois que ce qui est important, c'est de faire sa passion. Les gens qui ont la chance de pouvoir exploiter leur passion et de la faire, je crois que c'est la plus belle chose au monde. Et Paul, c'est ce qu'il a. Il a la passion de l'automobile et de pouvoir le faire, je trouve que c'est merveilleux. Et quoi qu'il arrive, vous le soutiendrez. Même si, quand on passe de Formule 3000 en Formule 1, c'est une escalade dans, je dirais, des choses dangereuses. Bien sûr, mais enfin, il y a beaucoup de choses, c'est un sport dangereux, mais il y a beaucoup de sports dangereux, il y a beaucoup de choses dangereuses dans la vie. Vous savez, on peut traverser la rue aussi et puis prendre une tuile, donc il ne faut pas penser toujours au danger, il faut penser à la passion et au sport. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette archive. Non, je me souvenais Mars pas. 88. Mais je connaissais son discours parce que lui-même, avec ses parents, il est devenu comédien par passion et il a fait ça avec toutes les inconnues qu'il y avait dans sa vie. Donc il savait très bien que lorsqu'on a quelque chose au fond de soi, ça sert à rien de l'empêcher et au contraire, il faut les aider. Alors, donc, il y a eu cette carrière de pilote automobile qui a duré de longues années. Mais du coup, est-ce que vous avez tourné autant que vous l'auriez souhaité? Est-ce que... En termes au cinéma, est-ce que vous auriez aimé faire plus de films, de théâtre, ou est-ce que vous étiez partagé entre ces deux passions? En fait, j'ai toujours fait les choses. En fait, j'ai commencé par être assistant. Quand je faisais des courses de karting, je travaillais comme assistant et j'avais dit à mon père, j'avais fait le Vent Live, j'avais dit si jamais je gagne, j'arrête le cinéma et je fais ma carrière de pilote. Donc j'ai fait ma carrière de pilote. Et une fois que j'étais arrivé au bout de ma carrière de pilote, après la F1, l'endurance et ainsi de suite, voilà, je me suis dit, voilà, je vais essayer de revenir vers mon autre passion qui est le cinéma. Voilà, alors j'aurais préféré faire plus de films, bien sûr, mais il se trouve qu'on me propose surtout des pièces de théâtre. donc je profite de ça. Et le cinéma, un peu moins. Un petit peu la télé aussi. J'ai eu l'occasion de faire 2-3 séries et une chose pour France 3 aussi, mais voilà, c'est le théâtre qui me propose le plus et je suis très heureux au théâtre. Alors, regardons ensemble un extrait de Boing Boing. La tournée redémarre ou démarre? On a fait 2 dates et elle redémarre vraiment à partir du 24 novembre. À partir du 24 novembre à Calais, de Marc Camoletti, donc le disait, pièce célébrissime, avec Paul Belmondo et notamment Valérie Bègue. Regardez. C'est sage quand je ne suis pas là. Moi. Et comment? 2 jours Jeannette, 2 jours Juliette, 2 jours Judith. Aucune ne sait qu'il y en a 2 autres.
Ce sont des allées-venues organisées, réglées. Une perfection stupéfiante. Je peux rester ici 3 jours entiers. Ah, ben voilà une bonne nouvelle. Je m'énerve pas, ne t'énerve pas, ne nous énervons pas. Bon, c'est un vaudeville. Oui, c'est un vaudeville. On s'amuse beaucoup. On s'amuse beaucoup. Voilà, c'est vraiment, vraiment fantastique et toute l'équipe est vraiment géniale, que ce soit Roland Marquisio, Marie-Hélène Lantini, Jessica Monpiou, Julie Nicolet et puis bien sûr Valérie Bègue. Voilà, donc c'est vraiment une belle distribution et les gens rient énormément. 24 novembre à Calais, le 26 novembre à Orange, le 30 novembre à l'Odéon à Marseille et le 5 décembre au théâtre du Blanc-Ménil, ça c'est en région parisienne. Voilà quelques-unes donc des dates pour Boing Boing de Marc Amoletti avec Paul Belmondo. Est-ce que ces dernières années d'ailleurs vous aviez ces échanges avec votre père sur le retour au théâtre, sur le fait de vraiment refaire l'acteur le plus souvent possible? Oui, bien sûr. Il venait à chaque fois voir les pièces dans lesquelles j'ai joué. Donc il m'a vu progresser aussi. Je pense que les premières, ça devait vraiment pas être génial, mais il disait rien. Donc il m'a encouragé. Donc voilà. Donc non, il était très heureux de voir ça, comme il a été vraiment très heureux de voir mon fils. Alors justement, devenir comédien. La relève de la relève. Victor, ouais. Ça c'est votre fils, qui démarre une carrière vraiment sur les chapeaux de roue. Qu'est-ce que ça vous fait de le voir comme ça, multiplier les rôles et... Je suis très heureux pour lui, bien sûr, parce que en tant que père, enfin en tant que parent, on sait le talent qu'il a et l'envie qu'il a, et surtout tout ce qu'il a mis pour réussir dans ce métier. Et c'est pas facile, parce que les gens vont dire oui, il s'appelle Belmondo, mais non, justement, c'est compliqué quand on s'appelle Belmondo et qu'on va dans... Il a hésité à garder ce nom, d'ailleurs? Il a hésité à un moment donné, mais il s'est fait tout seul, vous savez, il a été choisir son école de théâtre sans demander rien à personne. Il a été faire ses castings tout seul. Il a choisi ses agents tout seul. Il n'a jamais rien demandé à mon père. Au contraire, il était fier de venir lui montrer une fois son travail achevé. Donc voilà, donc il était fier de lui montrer ses films. Et mon père est venu le voir justement sa dernière année d'école. Il est venu le voir sur scène, qui était ses premiers pas sur scène. Donc mon père était vraiment très fier de son petit-fils. Ouais. Quelle famille! Oui, mais je sais bien, ça part de mon arrière-grand-père qui était forgeron, mon arrière-grand-mère qui était danseuse, ma tante qui était danseuse, mon grand-père qui était sculpteur. Voilà, c'est vrai qu'il y a toute une lignée d'artistes. On a une famille d'artistes et c'est fantastique que cela continue. Ouais. Ouais. Merci beaucoup Paul Belmondo, vraiment merci d'avoir accepté de venir ce matin, je le sais, alors que vous êtes encore, j'imagine, très touché par la disparition de votre père, mais sachez que nous sommes très nombreux et je suis sûr que tous ceux qui nous regardent ce matin sur BFM TV ont été très heureux de vous voir et de vous entendre. Est-ce qu'il y aura, d'ailleurs pour conclure, est-ce qu'il y aura d'autres hommages? Est-ce que vous souhaitez que, je ne sais pas moi, que des choses soient entreprises on verra, pour perpétuer la mémoire? Ça, on verra. Les choses se feront naturellement. Ce qui est sûr, c'est qu'avec mes sœurs et mon oncle et ma tante, on verra suivant ce qu'il y aura, quelles seront les choses qui arriveront. Dans un premier temps, voilà, on va un petit peu prendre le temps de se réunir, de regarder tout ça et on verra. Et puis je voudrais surtout remercier tous les gens qui sont venus pour mon père. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Je sais que toute la famille a été très touchée par tous ces témoignages. Donc voilà, l'occasion de venir ici, c'est aussi pour le dire. Merci beaucoup. Vous pouvez applaudir Paul Belmondo au théâtre le 24 novembre à Calais, le 26 à Orange, le 30 à Marseille et le 5 décembre au Blanc-Ménil dans Boing Boing. Merci mille fois. Dans quelques instants, Roselyne Dubois.